Bon, je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous a rejoints, donc on va démarrer, on laissera les retardataires nous joindre en cours de route. Donc merci à tous d'être présents. On va parler aujourd'hui de la priorisation de ces actions SEO. Et donc on va essayer de vous donner quelques clés quant au fait de rendre actionnables les métriques qu'on a aujourd'hui sur nos sites web. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de ce qu'on va voir en détail. Donc quelques rappels sur la gestion de projet SEO. On va parler évidemment des outils, des métriques, des leviers qu'il faut utiliser en fonction du type d'objectif qu'on va définir. Et puis évidemment, on verra comment on déploie son plan d'action, comment on exécute et évidemment comment on le suit. Alors d'abord, la gestion de projet, je tenais à vous dire que c'est pas un gros mot, qu'il faut pas en avoir peur parce que on a tous été confrontés à de la gestion de projet un peu old school avec du relevé de tickets en pagaille tous les jours. La gestion de projet, c'est pas ça. On va voir comment bien gérer un projet SEO. La gestion de projet, elle nous sert d'abord à définir des objectifs qui sont réalisables. Réalisables dans le sens où on va être capable d'aller au bout de ce qu'on annonce, soit à son boss, soit à son client quand on est une agence ou un consultant SEO. On va donc définir ces objectifs et surtout on va tout mettre en place pour pouvoir les atteindre. Et on va voir comment on peut être capable en tant que SEO de prendre l'engagement d'atteindre certains résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au sein d'un projet SEO, il y a différents acteurs et chaque acteur, et on va voir lesquels, ont différentes approches et donc différents objectifs. Résultat, vous avez un gros problème parce qu'il va falloir jongler entre les contraintes, les approches, les objectifs de chacun. Et d'abord, vous avez l'objectif du client. Qui souvent, ou l'objectif de l'entreprise, qui souvent va mettre la barre assez haut. Et puis, vous connaissez en tant qu'SEO vos objectifs et vos contraintes. Donc, il va falloir essayer de réussir à faire le pont entre tout ça. Sauf que vous avez aussi affaire avec des équipes techniques qui, elles, n'ont a priori pas du tout les mêmes objectifs que vous et pas du tout les mêmes contraintes. Donc, il va falloir aussi jongler avec leurs objectifs et puis aussi parfois leur manière de travailler, utiliser leur langage pour pouvoir obtenir ce que vous voulez et faire ramer tout le monde dans le même sens. Faudra pas oublier l'objectif de Google et ses contraintes. Et donc respecter les dernières best practices et puis les dernières mises à jour qui peuvent avoir mis en travers de notre chemin. On va voir tout ça. Souvenez-vous simplement que pour un bon démarrage de projet SEO, il faut bien définir l'état des ressources en présence, donc bien identifier à la fois qui est responsable de quoi au sein de l'équipe technique, chez le client, au sein de l'entreprise, sur qui vous pouvez vous appuyer pour aller au bout de vos projets SEO, comprendre les objectifs de chacun et s'efforcer de les aligner. Je vous donne un cas très concret. Une équipe technique, elle peut avoir l'obligation de disponibilité du site web. Et vous, votre contrainte, ça peut être la performance en termes de temps de chargement. Résultat, à un moment donné, vous pouvez trouver un axe de travail commun qui fait que vous allez être capable d'aligner les objectifs de l'équipe technique et les vôtres. Et puis surtout, le troisième point, ça va être de valider ensemble à tous les acteurs en présence, votre boss ou votre client, l'équipe technique, tous les intervenants sur la partie SEO, de bien valider donc les livrables et surtout le planning et savoir qui est responsable de quoi de manière à ce que personne fasse boulet d'étranglement ou bloque en fait les autres acteurs.
Mais sachez que votre réussite en SEO, elle va dépendre évidemment de vos compétences, mais surtout de votre organisation et de votre communication à l'intérieur de chaque groupe d'acteurs en présence. Et pour ça, vous devez avoir les bons outils. Et parmi ces outils, moi je vous en livre quelques-uns. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet de la gestion de projet. On a des slides disponibles sur ce sujet-là sur le compte de SlideShare d'OnCrawl, donc n'hésitez pas à le consulter. On a l'habitude de voir chez nos clients des outils de type Trello pour suivre l'avancement des tâches SEO, la communication évidemment avec du Yammer, du Slack qui fonctionne pas mal, et puis évidemment des petits reporting avec des spreadsheets, ça permet en ayant centralisé tout ça de permettre à tout le monde d'accéder aux données dont on a besoin. Mais le plus important, c'est de se rencontrer avec l'ensemble des acteurs lors de comités, vous les appelez réunions, comité de suivi, comité de pilotage, vous les appelez comme vous voulez, mais l'important c'est de se parler et de partager les métriques, les outils, les contraintes, les risques, le reste à faire au sein du groupe projet, de manière à avancer tous dans le bon sens. Et donc, maintenant qu'on a dit ça sur la gestion de projet, eh bien, on va voir quelles sont les métriques à utiliser pour bâtir son plan d'action. En termes d'action, je schématise, mais on va voir 3 grandes familles. Évidemment, toutes les actions off-site, liées au netlinking, et puis les actions que je regroupe sous le terme technical SEO, qui sont à la fois les optimisations de votre site web, mais aussi le contenu qui constitue la 3e famille, qui est une famille à part entière, mais qui est très très liée aux optimisations techniques, on va le voir. Donc en matière de netlinking, c'est pas l'objet du webinaire, mais simplement pour vous dire qu'il y a énormément d'outils à votre disposition et vous envoyer quelques-uns affichés à l'écran qu'on aime particulièrement. Souvenez-vous simplement que en matière de netlinking, pour bâtir son plan d'action, il faudra identifier qui est bien positionné sur les mots-clés qu'on est en train de cibler, et puis de définir quel est le link profile des gens qui rankent sur ces éléments-là, notamment suivre le total des backlinks, le nombre de domaines référents, le trust flow et surtout les encres utilisées, puisque on se rend compte que ça tient encore beaucoup d'importance. Résultat, nous, on va plutôt s'intéresser à la partie technical SEO et au contenu. D'abord, pour savoir comment on arrive à bâtir la bonne structure de son site en fonction de sa thématique, de ses contraintes, comment on fait pour booster ses pages prioritaires, mais pas que, comment on fait pour pas ne booster qu'une partie du site et laisser le reste ne pas ranker. On verra également comment on segmente son contenu, comment on le gère, comment on établit son plan de rédaction web. Et puis on verra aussi au travers de tous les petits use cases comment on maîtrise les performances de son site, et tout ça évidemment vous allez pouvoir le faire avec le soutien d'OnCrawl. Donc résultat, on va voir tout ce qu'il vous faut pour qu'il y ait un pilote dans l'avion et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc je vois qu'il y a encore plein de gens qui nous ont rejoints, je vous remercie d'être là, et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors d'abord, parlons de la structure. Le point clé ici, c'est de bien comprendre sa thématique. Quand je dis ça, il s'agit en fait de bien identifier quels sont les usages autour du topic sur lequel on travaille, comprendre ce que font ses concurrents, quelles sont les attentes des internautes quand ils consultent un site comme le vôtre. Et donc évidemment, ça passe tout ça par une très bonne connaissance de son site. Donc là, vous avez un petit screenshot de définition de groupe de page à l'intérieur d'OnCrawl. Il s'agit d'un amériste ici. L'idée, c'est évidemment de réussir à mapper l'ensemble de son site
et à l'intérieur d'une grosse catégorie, d'un gros groupe de pages, par exemple ici, là, on voit qu'il y a un énorme groupe qui s'appelle Fiche Info, eh bien, l'idée, ça va être de voir si on ne peut pas segmenter ce groupe pour avoir une vue plus fine de la structure de son site, de son contenu, et de voir en fait quel est le volume de pages que j'ai pour chaque groupe de pages. Et à chaque groupe de pages, évidemment, il y a un objectif qui doit être associé. Il y a certains groupes de pages qui vont répondre sur des requêtes très concurrentielles, d'autres qui vont être sur des requêtes beaucoup plus longue traîne. Et donc, il s'agit pour vous de bien identifier quels sont ces groupes et quelles sont ces pages, de manière à probablement appliquer des optimisations qui sont différentes groupe par groupe. Première chose, il faut se poser la question des pages prioritaires. Quelles sont mes pages prioritaires? Si vous êtes un e-commerçant, évidemment, il y a des produits sur lesquels vous margez plus, il y a des produits sur lesquels vous avez un gros stock, il y a des produits dont vous savez que ce sont des produits qui, si vous les vendez, vont fidéliser plus que d'autres. Donc, tout ça sont des éléments métiers qui vont vous aider à définir quelles sont les pages prioritaires et celles sur lesquelles il va falloir absolument se positionner. Là, vous voyez affiché à l'écran un graphe de répartition des pages par niveau de profondeur et par groupe de pages. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un média. Et vous voyez que, eh bien, ils ont énormément de pages dédiées aux people, qui sont plutôt dans les niveaux les plus proches de la home. Et, alors évidemment, ça c'est plutôt une bonne idée parce que sur ces mots-clés-là, les mots-clés de personnalité, eh bien, il y a énormément de concurrence. Donc ce site-là, il a fait très attention à bien organiser son contenu de manière à avoir sur les niveaux les plus proches de la home, les contenus qui sont les plus concurrentiels. Et puis, en queue de peloton, vous avez tous les médias, les images, les éléments autour des conseils beauté, en l'occurrence, qui sont beaucoup moins concurrentiels que les people. Et donc, ils les ont rangés plutôt en queue de site. Donc, vous devez vous poser la question de quelles sont vos pages prioritaires, quelles sont vos pages middle train, quelles sont vos pages long train, et s'efforcer d'avoir une organisation de votre contenu et de votre architecture de lien interne qui reflète cette priorisation-là. Donc ça, c'est un élément très important, et donc un outil de crawl va vous permettre en fait de valider ce que vous pouvez avoir fait de manière plus ou moins théorique en faisant une arbo sous X9 ou sous PowerPoint pour les plus artisanaux. L'idée, c'est bien de valider ce que vous avez spécifié, conçu, défini. Est-ce que ça correspond bien à ce qu'il y a en prod? Donc, une fois que vous avez une bonne idée de quelles sont vos pages prioritaires, que vous avez conçu les menus, les règles de navigation qui font que ces contenus doivent être proposés en premier aux robots et aux internautes, et bien vous pouvez valider tout ça avec un petit crawl de votre site. Moi, je vous invite vraiment à prioriser vos pages en ayant en tête trois grandes familles. Les pages qui doivent se positionner sur des requêtes très concurrentielles, les pages plutôt middle train, et puis ensuite tout ce qui est long train, et vraiment de traiter ça de manière très différenciée en termes d'optim. L'idée, c'est évidemment de ranger dans ces trois grandes familles tous vos groupes de pages, que ce soit vos fiches produits, votre taux de vente si vous êtes un e-commerçant, ou si vous êtes un site de couponing, par exemple, de se dire quels sont les marchands sur lesquels je dois me positionner et sur lesquels c'est très très concurrentiel, quels sont ceux qui sont plus des e-commerçants de niche et donc sur lesquels je vais avoir un peu moins de concurrence. Et ça, vous devez être capable de les classer entre la famille 1 ou la famille 2, donc à savoir les requêtes concurrentielles ou les pages middle train, par exemple. Quelle métrique vous allez analyser par rapport à cette priorisation de votre contenu? Évidemment, la profondeur de page, mais on sait très bien que parfois il y a des contraintes techniques qui font que vous êtes obligé d'avoir certaines pages qui sont en profondeur 4, 5. C'est pas grave, parce que même si des pages sont en profondeur 4 ou 5, vous pouvez quand même booster leur popularité interne
Et donc le deuxième métrique qu'il faut ajouter dans l'équation, c'est évidemment le in-rank, donc le page rank interne qui est à disposition dans OnCrawl, qui est donc un score de 0 à 10 qui vous permet de calculer la popularité interne d'une page. Là aussi, vous allez être tout à fait capable d'identifier et de rapporter ça à vos groupes de pages, de savoir où sont vos groupes de pages et quel est le in-rank de chaque groupe. Et donc de venir mesurer si en optimisant telle ou telle partie de votre menu, eh bien, vous arrivez à booster le in-rank de telle ou telle partie de votre site, par exemple. Puis, une fois que vous avez fait ça et que donc, vous avez fait tous vos tests, vous avez tout conçu, et puis vous avez fait tourner un crawl en pré-prod, vous contrôlez que tout va bien, et puis vous mettez en prod. Là, il est évident que vous ne pouvez pas naviguer à vue. Et je vous invite à utiliser un outil d'analyse de log, que ce soit un crawl open source ou un crawl en mode SaaS, en fonction de vos contraintes et de vos budgets. Si on prend cet exemple-là qui est à l'écran, vous voyez qu'il y a une catégorie qui s'appelle Other, qui est une catégorie un petit peu fourre-tout, qui est constituée des pages qui n'ont pas de valeur. Et vous voyez qu'en fait, il y a très peu, ça correspond à très peu de pages. Sauf que quand vous regardez au niveau du nombre de hits des bots, vous vous rendez compte que Google, il n'arrête pas de passer sur cette catégorie de page Other, et donc il est en train de consommer de la ressource pour rien, parce que c'est des pages qui n'ont pas de valeur. C'est pas des fiches produits, c'est pas du contenu fidélisant, parce que là en l'occurrence il s'agit d'un site de e-commerce. Eh bien là ça veut dire que vous avez un problème en termes de structuration de vos liens internes. C'est qu'il y a trop de liens qui, a priori, ça paraît symptomatique, a priori il y a trop de liens qui pointent vers ces pages qui appartiennent à la catégorie Other. Et résultat, vous amenez Google trop souvent sur ces pages-là. Il faut se poser la question de les passer en index, il faut se poser la question de les mettre un petit peu plus loin dans l'argot, d'avoir moins de liens qui pointent vers elles, de manière à favoriser les autres zones de votre site, et par exemple vos fiches produits ou vos pages marques, plutôt que ces pages-là qui n'ont pas de valeur. Donc, vous avez défini d'un côté vos pages prioritaires, vous avez conçu toutes les optimes, vous les avez validées en pré-prod avec un premier crawl, vous les avez aussi validées en prod, et puis derrière, vous les validez en regardant en fait ce que fait Google sur vos pages. Donc là, ça vous permet en fait de définir tout le workflow de travail en termes d'optim SEO. Résultat des courses, vous continuez dans la validation. Vous pouvez identifier quel est l'impact SEO que vous obtenez à partir de ces différentes optimisations. Ça vous permet de valider si les optimisations sur tel ou tel groupe de pages ont porté leurs fruits. Et puis, ça vous permet de détecter éventuellement des régressions en analysant vos logs, si vous vous rendez compte que finalement, vous aviez espéré booster vos pages marques, et puis finalement, l'impact, il est très faible. L'analyse de log va vous permettre aussi d'identifier les pages actives, donc les pages qui génèrent du trafic SEO, et qui ont donc été boostées ou non par les options que vous avez réalisées. Résultat vraiment des pages actives, je vous invite à vraiment creuser ces éléments-là. Donc là, pour rappel, une page active, c'est une page qui reçoit du trafic depuis des moteurs de recherche. Ce qui est intéressant de regarder, c'est à la fois le nombre de pages actives par rapport au nombre total de pages qui sont disponibles sur votre site. Là, en l'occurrence, dans cet exemple-là, il y a seulement 17% des pages qui génèrent du trafic en SEO. C'est important parce que voir son nombre de pages actives augmenter, c'est une manière de valider que sa stratégie SEO est en train de fonctionner. Donc typiquement, dans les reportings que vous pouvez faire à votre patron ou à vos clients, c'est un élément sur lequel il faut probablement les évangéliser un peu, parce que clairement, c'est le juge de paix. Vous n'avez peut-être pas forcément boosté comme vous vouliez le nombre
de visites, mais globalement, vous voyez que vos efforts en termes d'optim portent leurs fruits, puisque a priori, vous générez du trafic sur de plus en plus de pages, comme c'est le cas en fait depuis le 5 août sur ce site-là. Il y a un autre indicateur qui est intéressant à regarder quand vous accédez à ces données-là. Chez OnCrawl, on calcule ce qu'on appelle le fresh rank. Alors le fresh rank, c'est un indicateur qui peut paraître un peu rigolo au départ, mais qui au final est très utile. Le fresh rank, en fait, c'est la période la plus courte en moyenne entre le moment où Google il découvre une page pour la première fois et le moment où il envoie sa première visite. Résultat des courses, ce chiffre-là, qui est de 111 jours en l'occurrence sur ce site-là, vous avez des sites où c'est juste quelques jours, voire quelques heures, ça va vous permettre d'arbitrer dans des stratégies web marketing plus globales tiens, si je dois rentrer 15 000 nouvelles fiches produits sur mon site, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour leur donner de la visibilité? Peut-être que je vais privilégier AdWords d'abord, et puis dans 111 jours, je sais que le SEO va commencer à prendre le relais. Donc, ces éléments-là vous permettent d'avoir des notions de planning et une idée de l'impact que vos home-teams sont en train d'avoir, et donc de réussir à recaler vos roadmaps dans le temps, d'accélérer ou de privilégier tel ou tel chantier SEO en fonction de l'impact que vous avez. Et puis peut-être de privilégier d'autres leviers d'acquisition si vous vous rendez compte que le SEO n'est pas un levier qui portera ses fruits tout de suite. Parmi ces pages actives, il y a un autre élément qui est très important, et là, je suis ravi de vous dire, pour ceux qui n'étaient pas au courant, qu'on a lancé la semaine dernière les analyses croisées à partir de Google Analytics. Donc en fait, on vient comparer les données scroll avec les données qui se trouvent dans votre compte Analytics. Et donc, vous avez une analyse croisée au même titre que l'analyse croisée avec les logs, sauf que vous avez quelques métriques complémentaires. Et notamment, on vous donne les caractéristiques communes des pages actives. Combien elles ont de liens qui pointent vers elles en moyenne, est-ce qu'elles ont des données structurées, quel est le nombre moyen de mots, etc. etc. Et ça, vous pouvez le filtrer par groupe de pages. Résultat, par groupe de pages, vous allez avoir le pattern, les caractéristiques communes, pour chaque groupe de pages, des pages qui sont les plus actives. De cette manière-là, en fait, vous obtenez quelque part les métriques on-site idéaux qu'il faut aller chercher pour que vos pages commencent à générer du trafic. En regardant vos pages actives et justement en zoomant par groupe de pages, eh bien, vous allez aussi pouvoir identifier quelles sont les pages sur lesquelles vous allez devoir vous focaliser ou sur lesquelles il y a potentiellement de gros quick wins à aller chercher. Donc, typiquement, dans le cas qui est présenté ici, vous voyez que, en gros, sur les fiches produits, on a 14 000 qui génèrent du trafic et il y en a 47 000 qui n'en génèrent pas. Ça c'est un peu dommage, et on voyait tout à l'heure que la catégorie user, en fait, elle consommait beaucoup de ressources du côté de Google. Donc, a priori, si on arrive à réorienter le crawl de Google et la popularité interne plutôt vers des fiches produits que vers la catégorie user qui ne nous intéresse pas, on devrait réussir à booster le nombre de pages actives sur les fiches produits. Là, je tiens à vous dire que la situation est différente sur chaque site, sur chaque thématique, et donc il vous appartient d'identifier les groupes de pages sur lesquels vous allez devoir bosser en premier, et sur lesquels en fait vous allez pouvoir obtenir le plus gros gain rapidement. Le point ici, c'est juste de dire que en regardant bien ces pages actives, ça permet à l'intérieur de ces groupes de pages de reprioriser des actions. On va le voir, on va continuer à voir comment. Sur chaque facteur
que l'on peut détecter avec on-crawl et une analyse croisée. Donc sur chaque élément favorable ou défavorable à votre SEO, bien on va venir regarder est-ce que ça a de l'impact aux yeux de Google. Donc typiquement, est-ce que le nombre de mots il a un impact sur le crawl de Google? Là, on se rend compte que dans ce cas-là, sur cet exemple-là, en dessous de 500 mots, visiblement, il prend moins d'une page sur deux. Au-delà de 1200, a priori, pas de souci. Quand des pages ont plus de 1200 mots, eh bien, il les prend quasiment toutes. Donc là aussi, ça va varier en fonction de votre thématique. Mais sachez par exemple que pour un site de petite annonce, le volume de mots va pas avoir une aussi grosse importance que pour un site de e-commerce dans l'informatique par exemple. Là, ce que je veux vous dire, c'est que OnCrawl va vous permettre d'identifier pour chaque facteur, chaque ranking factor, est-ce qu'il a de l'impact ou pas sur votre site. Au niveau du nombre de mots, vous allez là aussi pouvoir creuser et définir par groupe de pages quel est le volume de mots qu'il est nécessaire d'avoir pour chaque groupe, parce que chaque catégorie n'est pas, elles sont pas toutes égales. Typiquement, si vous avez, imaginez que vous êtes un animaliste, si vous avez des pages présentant des, je sais pas moi, les plombiers en Gironde, peut-être qu'il faut pas autant de mots pour les plombiers en Gironde que pour les boulangers à Paris. Donc ça, en fait, le fait d'avoir la segmentation par nombre de mots et pour chaque groupe de pages, vous permet d'identifier là aussi le volume de mots idéal qu'il va falloir aller chercher par catégorie. Et donc, ça va vous permettre de bâtir vos plans de rédaction web de manière très fine et donc de ne pas aller dépenser plus de mots que nécessaire, parce qu'on sait que parfois ça peut être coûteux, si vous n'en avez pas besoin, et puis peut-être augmenter un peu le budget si vous vous rendez compte que certaines catégories en ont besoin. Et justement, vu qu'on parle du nombre de mots, on est obligé de parler de la segmentation du contenu. Est-ce que à l'intérieur de votre site, vous avez un groupe de pages qui est plus dense que les autres? Est-ce que il y a besoin en fait de segmenter certains des groupes de pages? Typiquement, à droite, vous voyez en fait le cas d'un e-commerçant généraliste. Vous voyez que dans sa catégorie Other, sa catégorisation elle est pas très bien faite puisque sa catégorie Other elle prend quasiment les trois quarts du site. Ça vaut quand même le coup probablement qu'il se plonge sur une catégorisation plus fine. Parce que une meilleure segmentation vous permet d'avoir une meilleure compréhension de votre contenu et donc une meilleure compréhension de la performance de chaque groupe de pages. Là, à gauche, vous avez une segmentation qui est plutôt pas mal, où on a des groupes de pages qui sont assez équilibrés. Alors, le contenu de ce site-là, mais vous comprenez bien que l'analyse sur des groupes de pages, sur un mapping comme celui-là, est forcément beaucoup plus aisée que sur celui de droite. L'important ici, c'est aussi de bien comprendre que si on a une partie de son site qui est plus grosse, un groupe de pages qui est beaucoup plus gros que les autres, qu'il va falloir probablement avoir toute une tringlerie de liens internes qui permet au robot de Google d'aller parcourir toutes les pages de cette catégorie-là. Et puis, probablement pas mal de boulot en termes d'optimisation du in-rank de ces pages-là. Parce que, évidemment, si toutes vos catégories sont au même niveau, à un moment donné, celle qui est la plus grosse, eh bien, vous allez vous retrouver avec des pages très profondes dans cette catégorie-là. Et il va falloir bosser le linking interne de cette catégorie pour continuer à y amener un maximum de popularité. Résultat,
pour bien penser ces segmentations, moi je vous invite à identifier donc à la fois vos groupes de pages, mais parmi ces groupes de pages, les zones les plus concurrentielles. Quelles sont aussi les zones avec un contenu qui est dense, sur lequel vous avez beaucoup de mots, sur lesquels vous avez du contenu qui est riche, des illustrations, des vidéos éventuellement. Décider à partir de là quels sont les contenus à mettre en avant. Et puis, s'il y a des contenus qui sont pauvres, qui sont moins prioritaires, eh bien, définir les règles d'index, non-index, les canoniques qui vont bien pour éviter que Google perde du temps sur ces pages-là. Une fois que vous avez fait cette segmentation de contenu, eh bien, arbitrer les métriques on-page qu'il va falloir atteindre pour chaque segment ou chaque famille de pages prioritaires, que ce soit les requêtes concurrentielles, les middle trains ou les long trains. Vous allez avoir une idée très précise du nombre de mots, du nombre de liens internes, du in-rank, de la profondeur qu'il va falloir aller chercher pour chacune de vos pages pour satisfaire chacun de vos objectifs. En termes de contenu, faites très attention aussi, j'insiste là-dessus, mais à votre problématique de duplication de contenu. Est-ce que vous avez du contenu en near duplicate? Alors vous savez que chez OnCrawl, vous avez le premier analyseur de near duplicate au monde, near duplicate interne, qui est assez puissant. Hein, pour rappel, on utilise la méthode du CIMASH, qu'on a un peu tordu avec plusieurs méthodes linguistiques, qui permet de calculer une empreinte digitale de chaque page et qui vient regrouper les pages par contenu similaire, et qui vous donne également une information qui est le niveau de similarité à l'intérieur de ces pages, et il y a une canonique qui est paramétrée pour ces groupes de pages. Et j'insiste là-dessus, et vous le verrez dans quelques secondes pourquoi, parce que ça a un impact très fort sur le comportement du bot. Mais quand vous identifiez que vous avez des problématiques de near duplicate, tous les contenus en near duplicate, chaque situation de near duplicate n'est pas forcément hyper grave. Donc vous devez vous poser la question de est-ce que même si vous avez des pages en near duplicate, est-ce qu'elles génèrent du trafic? Donc par exemple, vous pouvez utiliser cette requête-là dans le Data Explorer sur OnCrawl. Donc est-ce que ma page elle génère des visites SEO? Est-ce qu'elle est crawlée par Google? Est-ce qu'elle est bien présente dans la structure de site, hein? Il suffit de dire je veux qu'elle ait une profondeur, pour préciser que je veux des pages dans la structure de mon site. Et puis, je veux on me donne que des pages qui ont des problématiques de duplication de contenu. Une fois que vous avez fait cette requête, vous avez la liste des pages qui sont en near duplicate et qui génèrent quand même du trafic. Et une fois que vous avez cette liste-là, vous allez vous poser la question de pourquoi elles génèrent du trafic. Est-ce que ces pages-là, elles ont des backlinks, et auquel cas, à vous d'arbitrer, est-ce qu'il faut peut-être améliorer le contenu, parce que c'est dommage, elles ont du backlink, mais il y a du contenu qui est en near duplicate, donc il y a probablement des mauvais points qui sont attribués à cause de ça. Si j'améliore le contenu, vu que j'ai déjà des backlinks, je devrais réussir à générer encore plus de trafic. Posez-vous aussi la question de la concurrence, parce que tout simplement, vous avez des pages en near duplicate qui génèrent du trafic parce que tout simplement vous n'avez pas de concurrents sur ces mots-clés, ou alors qui sont bien plus mauvais goût. Donc ça va vous permettre d'arbitrer ce que vous allez faire avec vos pages en near duplicate. En règle générale, quand vous avez du near duplicate, vous avez envie de l'éradiquer. La meilleure manière, c'est de passer en non-index ces contenus-là, ou à minima de les gérer avec une URL canonique. Le problème, c'est que si vous ne gérez pas bien votre URL canonique, eh bien, vous n'avez pas le même impact aux yeux de Google. Ce que montre le graphe ici, que quand vous n'avez pas de contenu dupliqué, là, Google il crawl 62% des pages. Quand vous avez une URL canonique à l'intérieur d'un groupe de pages similaires, eh bien, Google n'y va pas, hein, il crawl à 15%. Donc ça veut dire qu'il ne consomme pas de ressources là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, si à l'intérieur d'un groupe de pages dupliquées,
Vous avez des URL canoniques qui ne pointent pas donc à l'intérieur d'un groupe, que toutes les pages ont une URL canonique de CT, mais que cette URL canonique, elle ne pointe pas vers la même URL. C'est un peu dommage parce que les pages, elles parlent de la même chose, et pourtant, vous faites pointer une URL canonique vers des pages différentes. Google, il s'y perd, donc résultat, il continue à y aller. Et ça, c'est un vrai souci parce que vous pouvez vous dire en tant que SEO, c'est bon, j'ai géré ma problématique de contenu en IR duplicate. Alors oui, vous l'avez géré en partie parce que Google va arrêter d'indexer les contenus similaires, il va juste indexer la canonique. Mais si vous les avez pas bien pensés, vos canoniques, au regard du contenu et du sens du contenu de chacune de vos pages en IR duplicate, et bien vous continuez à gaspiller de la ressource de Google puisqu'il continue à venir les fetcher en permanence. Donc ça veut dire que si vous avez des problématiques de redistribution de popularité, que vous avez des problèmes pour rendre visibles toutes vos pages prioritaires, si vous n'avez pas traité les canoniques proprement, vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous arriverez moyennement à redistribuer de la puissance de feu de Google sur les autres parties de votre site. Donc faites très attention à ça. OnCrawl, donc comme je vous le disais, va vous permettre de trouver quel est le facteur à optimiser au regard de votre thématique. Et sachez que ce facteur, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que le facteur le plus important pour un site de jeux en flash ou un site de petite annonce ou un site d'e-commerce nécessairement ne va pas être le même. Donc typiquement, pour chaque ranking factor, on va aller regarder quel est le comportement du bot et donc on va être capable de dire si tel ou tel facteur a un impact sur le crawl de Google. En l'occurrence, là, vous avez un exemple sur le nombre de liens internes. Alors, ça paraît logique pour des SEO que de dire que plus on a de liens qui pointent vers une page, plus elle est crawlée. Alors oui, là, vous avez des métriques pour le prouver. Et vous savez à partir de quel niveau de lien interne Google arrête ou a du mal à venir voir les pages. Mais sachez que cet exemple-là, il est valable pour globalement tous les sites de la même thématique à peu près, mais que la taille de votre site joue pour beaucoup là-dessus. Donc, en fonction de la taille de votre catalogue, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes comportements. Donc, il va falloir regarder très précisément ce qui se passe sur vos pages. Idem sur le temps de chargement. Mais sachez que nous, on a des clients, notamment des clients dans le voyage, sur lesquels en fait on se rend compte que le temps de chargement a assez peu d'impact sur le crawl ratio. Et donc c'est un élément qui a priori a assez peu d'impact sur le comportement du bot. Sur les sites de petites annonces, le nombre de mots a très peu d'impact. Donc à comparer en fait chaque ranking factor avec ce que Googlebot fait sur vos pages, petit à petit vous arrivez à identifier quels sont les facteurs à optimiser, ceux qui vont avoir le plus d'impact en termes de trafic SEO. Pour ça, évidemment, tout passe par le croisement des données. Donc, je vous ai dit, vous saviez que tout était disponible avec les logs, mais c'est désormais aussi disponible à partir des plans de business pour pouvoir croiser ces données avec les données d'analytics. Donc, vous allez identifier, au-delà du fait de trouver quelles sont vos pages orphelines, quelles sont vos pages actives, quelles sont les zones de votre site que Google voit, celles qu'il ne voit pas, vous allez réussir à trouver quels sont les facteurs sur lesquels il va falloir jouer pour avoir de l'impact. Donc, résultat, vous avez avec OnCrawl un état des lieux efficace et couplé avec des outils traitant de la partie off-site, vous avez donc une vue claire de ce qui impacte votre SEO. Vous savez donc quelles métriques atteindre, quelle zone de votre site offre potentiellement un gisement de croissance. Vous savez donc quel chantier engager. Et de l'autre côté, avec un bon suivi de projet, les bons outils de communication, la bonne orga, vous savez comment communiquer avec l'ensemble des acteurs du projet SEO. Et vous savez donc évaluer les ressources disponibles, les risques, la charge de travail sur chacun des sujets. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que
à partir de tous ces métriques, enfin dans l'ordre, vous devez avoir la mesure de quelles sont les ressources qui sont à votre disposition dans le cadre de votre projet SEO. Vous avez l'état des lieux de ce qui se passe sur votre site, vous avez la validation des options que vous avez pu mettre en place ou préconiser. Vous avez le suivi avec l'analyse des logs. Et avec tout ça, ben vous êtes en mesure de savoir quels sont les chantiers à aboutir, dans quel ordre les faire, et surtout dans quel ordre les faire. Il dépend aussi pas mal de vos ressources. Hein. Si le sujet prioritaire, c'est le temps de chargement, on sait qu'a priori, c'est l'équipe technique qui va s'en occuper. Si elle est surchargée par un énorme projet, a priori, ça ne pourra pas être le premier chantier que vous allez réaliser. Idem, si votre chantier il est plutôt éditorial, s'il faut améliorer le nombre de mots de tel ou tel groupe de pages, ça demande du temps, ça demande parfois de l'argent si vous confiez ça. De toute façon, ça coûte toujours de l'argent que vous ayez l'accord en interne ou en externe, mais vous allez avoir une capacité de production qui est à un moment donné limitée, hein, quels que soient les budgets que vous avez. Donc, cette évaluation des ressources, cette évaluation de plan de charge et cette évaluation du type de chantier à réaliser va vous permettre de bâtir votre roadmap. Et vous allez pouvoir le faire de manière très précise et vous allez pouvoir la suivre au mois le mois. Alors là, je tiens à remercier un des participants qui m'a partagé ça. C'est en fait le suivi de ces tâches et l'évaluation en fait lors des comités de pilotage de ce qu'il y a à faire et des deadlines. Alors, dans la roadmap, hein, donc il y a une liste de tâches, une liste de chantiers. Là, en l'occurrence, il avait des chantiers au mois de juillet. Par exemple, il avait ajouté 300 mots sur les fiches produits prioritaires. Donc le responsable, c'était l'agence de rédaction. Il a le coût associé, parce qu'il a besoin de faire le reporting à sa direction. Il avait aussi un certain nombre de points qui étaient à traiter, soit par l'équipe technique qui s'appelle l'équipe produit ici, ou l'équipe SEO, avec donc le plan de charge associé. Donc il y avait remanier le menu de navigation contextuelle, intégrer les règles de gestion des facettes sur les pages listing, avec donc le chiffrage en l'occurrence sur les facettes 9 jours et demi, avec le chiffrage en interne que ça représente. Et puis surtout il a quelque chose de très intéressant, c'est que pour les équipes internes, en fait, il a le total des charges et il a, grâce à leur système d'information interne, les disponibilités sur chaque équipe. Et donc là, en l'occurrence, on voit que la SEO, elle était, alors je pense qu'il y avait une intervention sur les métriques, mais la progression était à 7 jours et demi, la disponibilité était 5, et puis il a la faisabilité qui est induite. Soit c'est OK, soit il y a un problème. Ça va permettre en fait d'arbitrer s'il y a un projet qui va décaler ou pas, si ça passe, si la deadline va être tenue. Donc au-delà des chantiers qui ont été définis, coupler ça avec l'identification de vos ressources et tenir à jour tout ça permet de garantir l'aboutissement d'un projet. Pour résumer, sachez qu'à partir de l'analyse du crawl, l'analyse des logs et l'analyse croisée évidemment, et puis désormais l'analyse croisée avec vos données de trafic, vous avez donc tous les éléments pour identifier quel est le chantier à traiter en priorité, comment s'organiser, comment valider que mon chantier est abouti, comment valider mes résultats, et puis comment ajuster éventuellement si les optimisations n'ont pas porté leurs fruits. Résultat, je vous remercie pour votre attention. On arrive en bout de webinaire. On s'est réservé quelques minutes pour que vous puissiez poser des questions. Et donc, je vous invite à les poser via le chat et on sera ravis d'y répondre. J'ai ma partenaire in crime, Emma, qui est à côté de moi, qui va nous sélectionner les questions. Alors, on a une question de Mathieu qui nous dit « Ce serait intéressant de croiser le taux de rebond de Google Analytics avec le crawl ». Alors, c'est une excellente question, Mathieu. C'est une information que vous allez avoir dans
les analyses avec Google Analytics et ou AT Internet sur lesquelles on travaille,